Ok, eh bien bonjour à tous et un grand merci à l'Académie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce que l'on fait et puis ce à quoi on réfléchit en termes de risque de leptospirose. Et puis juste avant de commencer, pour notre contexte de travail, en fait, donc, on travaille à VetAgroSup, l'école vétérinaire de Lyon, basée à Marcy-l'Étoile. Et donc, à VetAgroSup, il y a 3 entités dont certaines activités sont tournées vers la leptospirose, donc l'unité de recherche rongeurs sauvages, risques sanitaires et gestion des populations. Et aussi le laboratoire des leptospires, qui vise à mettre à disposition des diagnostics de routine pour les animaux domestiques et sauvages, surtout les animaux domestiques. Et ce laboratoire des leptospires a été fondu dans le pôle d'analyse de VetAgroSup, mais il est toujours là. Et puis le pôle d'expertise vétérinaire et agronomique animaux sauvages, qui va bien au-delà de VetAgroSup, mais qui est piloté de VetAgroSup. Et finalement, alors toutes ces personnes ne travaillent pas sur la leptospirose, ce serait trop beau, mais en revanche, elles donnent la dynamique nécessaire à générer et produire de la connaissance. Je vais en partager quelques-unes avec vous. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était de parler de risque de leptospirose, parce que c'est une zoonose grave, potentiellement fatale pour les humains et certains autres animaux. Et puis, c'est une maladie dont la transmission a une composante environnementale forte. Et dans le contexte de changement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des cas humains, en tout cas, et probablement animaux aussi. Mais pour ce qui est du volet humain, c'est une des raisons qui fait qu'elle a été ajoutée à la liste des maladies à déclaration obligatoire l'année dernière. Cette transmission de l'agent de la leptospirose est favorisée en zone humide. Donc, on parlera en particulier de zones humides telles que les étangs, les cours d'eau, rivières, fleuves, torrents, marais aussi, des écosystèmes qui sont favorables à l'installation de rongeurs semi-aquatiques. Et donc, ce qui nous amène à parler en particulier de ragondins et de rats musqués qui vivent dans ces zones humides. Et puis, j'ai intitulé cette présentation « Coupable ou présumé innocent » parce que quand on parle de zoonose et en particulier de leptospirose, il n'est pas bon être un rongeur. Parce que la leptospirose s'appelle aussi la maladie du rat, c'est un des réservoirs de la maladie humaine. Et donc finalement, l'idée de la présentation, c'était de faire un peu un état des lieux des connaissances et puis de voir si finalement, est-ce que c'est à tort ou à raison qu'on incrimine régulièrement les ragondins, les rats musqués en tant que source de leptospirose pour les humains ou pour d'autres animaux. Alors le programme, c'est d'actualiser un peu les connaissances, de faire un tour d'horizon de ce qu'on sait aujourd'hui, de regarder plus précisément le rôle épidémiologique des ragondins et des rats musqués, et puis d'aller vers la gestion, puisque le sujet du jour était d'une gestion raisonnée pour vivre avec la faune sauvage. Alors, si on revient près de 150 ans en avant, c'est le médecin Adolf Weil qui a décrit le premier la leptospirose, qui s'appelait pas leptospirose encore, mais maladie de Weil. Et donc, ce qu'il a décrit chez des mineurs, c'est ce syndrome ictérique qu'on observe encore aujourd'hui, lié à un syndrome hémorragique, en fait. Et associé aussi à une défaillance hépatorénale, mais la couleur jaune est vraiment en lien avec les hémorragies. Ensuite, alors ça c'était en Europe. Finalement, c'est aux États-Unis, un peu dans les mêmes périodes que Arthur Stimson a observé le premier les bactéries.
Puis ensuite, c'est au Japon qu'on a fait le lien entre cette bactérie et la maladie, avec l'isolement bactérien et la reproduction expérimentale. Et puis, c'est 1 an après que la même équipe au Japon a identifié la même bactérie chez le rat, dans les reins du rat. Et c'est ce qu'on voit dans la petite photo. C'est une coupe de rein avec ce que vous voyez en plus foncé dans les tubules, les leptospires. Et donc, on comprend aisément que finalement, à chaque fois que le rat va uriner, ces leptospires vont se décrocher et puis se retrouver dans l'environnement. Ça, on y reviendra. Et donc, je ne résiste pas de partager avec vous cette vidéo des leptospires. Donc, les leptospires sont des spirochètes, donc des bactéries spiralées. Et donc, elles ont une motilité qui est associée à la pathogénicité. En fait, dans le genre Leptospira, il y a d'autres leptospires qui ne sont pas mobiles, qui sont saprophytes et qu'on trouve dans les sols et donc qui ne sont pas pathogènes. Donc, ce qui fait qu'il y a une multitude de leptospira. Il y a une première classification historique qui est la classification sérologique, où on a finalement divisé le genre en sérovars, et puis les sérovars qui étaient proches ont été regroupés en sérogroupes. Et donc, cette classification a toujours une utilité aujourd'hui d'un point de vue clinique, d'un point de vue vaccinologie. Mais d'un point de vue épidémiologique, on en revient un petit peu parce que cette sérologie, la spécificité des tests est limitée et donc parfois on a des réactions croisées, des difficultés d'interprétation, ce qui fait qu'on s'est tourné vers la classification moléculaire. Et aujourd'hui, on connaît près de 70 espèces de leptospires, dont une quarantaine potentiellement pathogènes. Et parmi ces 40 dites pathogènes, en fait, elles n'ont pas toutes été testées pour leur pathogénicité. Il y en a vraiment 8 qu'on isole de cas cliniques, humains ou animaux. Et parmi ces 8, il y en a 3 qui circulent en France continentale, qui sont Leptospira interrogans, Leptospira kirchneri et Leptospira Borg-Petersen. Je passe. Alors, pour revenir sur la leptospirose humaine en chiffres, cette estimation, elle a été publiée par Costa et collaborateurs. Elle date de 10 ans maintenant. Alors, probablement que les choses ont un peu changé, mais ils statuaient sur 1 million de cas par année et 55 000 décès par année aussi, et avec une incidence qui est beaucoup plus importante en zone tropicale et subtropicale parce que l'environnement est favorable à la persistance de la bactérie, mais aussi les populations y sont plus exposées. En France, c'est 600 cas annuels. Avant la mise à la déclaration obligatoire, ce qui fait que on attend un petit peu de voir les prochains chiffres, voir si finalement est-ce qu'il y a une augmentation du fait de cette inscription à la liste des maladies à déclaration obligatoire. Il faut voir que ces 600 cas par année, c'est le sommet de l'iceberg, puisque plus de 70% des cas sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, donc ne vont pas jusqu'au diagnostic. Sur la source murine, donc les rats, ce qu'on sait, alors là je fais une synthèse très synthétique, mais si on rassemble un peu toutes les études, on sait que la prévalence, le portage rénal des leptospires chez les rats peut varier d'une colonie à l'autre, mais grosso modo, c'est 1 rat sur 5 qui est porteur de leptospires. Ces infections sont chroniques. Pour ce qui concerne les Leptospira interrogans, sérogroupe ictéro-hémorragier. Donc, en fait, il y a une adaptation hôte pathogène qui fait que le rat est capable de maintenir et de multiplier, de porter sur le long terme une souche particulière de leptospire. Et pour les autres souches, en fait, au même titre que celle-ci qui ne va pas altérer sa santé, les autres souches n'altéreront pas sa santé, mais en revanche seront éliminées beaucoup plus rapidement. Donc, c'est finalement une source particulièrement efficace de cette souche-là et moins pour les autres souches. En leptospirose animale, finalement, on a des manifestations cliniques aussi qu'on observe selon l'espèce. Alors, le chien est bien décrit pour avoir un profil clinique très semblable à celui de l'humain, avec
une maladie hémorragique, un syndrome ictérique associé. Chez les chevaux, souvent, l'infection est associée à une uvéite chronique qui peut évoluer vers la cécité. Chez les animaux de production, on a des infections chroniques qui sont plutôt subcliniques, mais qui sont associées à des pertes de production et de reproduction. Et aussi, alors souvent, on dit dans la faune sauvage, les leptospires circulent et de manière asymptomatique, ce qui est faux pour certaines espèces. Donc, ça a été bien décrit pour les hamsters, pour notamment le grand hamster, les castors et donc le renard. Ici, je partage avec vous un renard qu'on a reçu cet été dans le cadre de Sagir, donc un cadavre trouvé et qui est mort d'une leptospirose alors qu'il ne présentait pas un syndrome ictérique, mais qui était anémié, lui. Alors, on lit souvent leptospire infecte tous les mammifères. En fait, il infecte les mammifères pour lesquels on a cherché Leptospira, c'est-à-dire que dans les différentes espèces pour lesquelles on a cherché, et c'est vrai qu'elles sont nombreuses, on a pu identifier des leptospires. Et ici, je partage avec vous un ensemble d'études publiées, d'autres non publiées, qu'on a faites avec tout un tas de collaborateurs. Et donc ici est représenté finalement pour chaque histogramme les espèces que l'on a testées, le niveau de prévalence de portage rénal, et puis si l'espèce était infectée, enfin dans ce groupe dans cette population testée, est-ce qu'on trouvait une diversité de profils génétiques de Leptospira ou une seule, au même titre que le rat, qui a donc cette adaptation à la souche interrogans sérogroupe ictéro-hémorragie. Donc le rat, j'en ai déjà parlé, autour de 20%. Les hérissons, on trouve, alors je précise ici, ce sont des études où on a ciblé principalement le tissu rénal, donc c'est du portage rénal, et puis parfois des tests dans les urines. Donc pour le hérisson, on trouve à peu près 40% avec un même profil génétique associé au sérogroupe australis. Pour les petits mustélidés, les ongulés, les lagomorphes, on voit qu'ils sont infectés dans une moindre mesure. Et puis, c'est une diversité de leptospires qui les infecte. Et donc, probablement, à la différence du rat ou du hérisson, qui semble avoir quand même une prédisposition pour porter un profil génétique de leptospire, ces autres espèces, elles, représentent un peu ce qui circule dans le milieu. Ensuite, on a les campagnes, alors les ratons laveurs, au même titre que les précédents. Le campagnol, alors ici, on a un échantillon qui est relativement limité. Voilà, on pourra discuter plus tard de cette prévalence qui est très élevée, mais en tout cas, ce qui était notable, c'est que, on avait un seul profil génétique associé au sérogroupe Grypotyphosa. Et puis ensuite d'autres espèces. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Mais en tout cas, voilà, toutes les infections n'évoluent pas en maladie. Donc c'est vrai que et on le sait bien puisqu'on suit de manière plus rapprochée, que ce soit nous les humains ou les animaux domestiques. Dans la faune sauvage, c'est un peu plus difficile à mettre en évidence, mais on le constate aussi. En tout cas, s'il n'y a pas la maladie, ces infections rénales mènent à une excrétion urinaire dans l'environnement. Et finalement, chaque population va contribuer de manière différente, puisque la part de la population infectée n'est pas la même. Et puis, on a ces études sur l'excrétion urinaire qui montrent que... Alors, ils ont comparé un rat et un bovin. Donc, le rat, si on regarde la concentration de leptospire, des centaines de millions par ml d'urine, comparé au bovin où c'est moins important, si on ramène ça au volume d'urine excrétée, on voit que finalement les deux espèces ont leur importance. Et donc là, je remercie Céline qui a déjà préparé le terrain sur les communautés de persistance. Et moi aussi, je vais vous parler de communautés de persistance, ce qui fait que dans un écosystème, on va avoir les interactions de toutes ces populations. Et donc, on va avoir des hôtes dits de persistance qui seront
probablement plus efficace pour porter sur le long terme et excréter certaines souches de bactéries, mais les autres espèces vont aussi contribuer en étant infectées et en relarguant des leptospires dans l'écosystème. Et à cette communauté de persistance se rajoutent les caractéristiques de l'environnement, puisqu'on sait que la bactérie ne va pas se multiplier dans l'environnement, mais va persister plus longtemps dans les milieux humides et selon le pH, selon le niveau d'ensoleillement et la température. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, associé au milieu humide, en fait, le facteur de risque principal pour la leptospirose chez les humains, c'est le lien avec ces zones humides. Donc, les activités en lien avec l'eau, le kayak, la pêche, le canyoning, le triathlon, sont des facteurs de risque de leptospirose, et dans une moindre mesure, le travail agricole l'est aussi, probablement par la proximité avec l'environnement. Ce qui me fait arriver à la question du ragondin et du rat musqué, puisque c'est de cela que nous voulions parler, et de se dire que finalement, quelle est la place de ce ragondin et de ce rat musqué au sein de la communauté de persistance des leptospires. J'espère que tout va bien. Et donc le ragondin, origine Amérique du Sud, n'est pas en fait un gros rat musqué. Ce sont deux familles différentes. Donc en fait, le rat musqué est plus proche du campagnol que des myocastors dont est issu le ragondin. Donc, ils sont tous les deux issus d'Amérique, mais le ragondin du Sud, le rat musqué du Nord, ce sont des espèces exotiques, donc qui ont été introduites pour leur fourrure, et qui, suite à la crise économique, se sont retrouvées dans la nature et se sont particulièrement bien adaptées à nos milieux. Donc, ce qui fait qu'on les qualifie d'invasifs aujourd'hui. Et donc là, ici, pour ce qu'on connaît des ragondins et des rats musqués, je vais faire référence à deux études qui ont été réalisées en France, l'une pilotée par Céline Richomme de l'ANSES, et l'autre qui a été faite dans le cadre d'une étude d'un doctorat, du doctorat de Julie Venn. Et donc, dans la première étude, donc, où ont été, donc c'est dans le Grand Ouest de la France, en partenariat avec les Fredons et les FDG Dons, qui ont collecté un certain nombre, c'est assez notable, hein, plus de 500 ragondins et près de 300 rats musqués. Et donc, on a testé le tissu rénal pour les leptospires, et donc c'est 11% de ragondins qui étaient porteurs et 33% de rats musqués. Dans la deuxième étude, donc là, elle se focalisait sur la vallée de l'Oignon et la Dombes, qui sont deux régions humides. Dans la première, en fait, il y a des activités de loisirs qui se tiennent, et donc associées à un certain nombre de cas de leptospirose, en tout cas davantage que dans la Dombe. Et donc, cette étude ciblait uniquement les ragondins. Et donc, ici, on a trouvé 8% pour la vallée de l'Oignon et 12% pour la Dombe. Et en fait, si on tient compte de la variabilité d'échantillonnage, ces prévalences sont identiques, en fait, que ce soit 11% dans le Grand Ouest, 8% dans la vallée de l'Oignon ou 12% dans la Dombe. Donc, la prévalence du portage rénal est relativement, de même amplitude selon les études, selon les régions géographiques. Mais pour autant, est-ce que le risque de leptospirose est de même amplitude partout ? Ce que je voulais mentionner, j'ouvre une parenthèse et on y reviendra aussi. On a regardé, alors je vous ai dit que la sérologie, c'était quelque chose que pour l'épidémiologie, on n'aimait plus trop utiliser. Mais ici, c'est les données dont on dispose, donc je vous en fais part. Et la sérologie nous montrait qu'il y avait une prédominance de sérogroupe Australis chez les ragondins et une prédominance de sérogroupe Grypotyphosa chez les rats musqués. Il faut noter que Australis est une problématique en médecine vétérinaire, puisque la majorité des chiens sont associés, des chiens cliniques sont associés à ce sérogroupe-là. En revanche, en leptospirose humaine, c'est plutôt anecdotique.
Et donc là, pour revenir sur le rôle du ragondin, je vais vous raconter le travail qui a été mené dans le cadre de cas groupés de leptospirose dans l'est de Rennais. Et donc cet épisode, enfin ces épisodes, le premier démarre en 2016. Et donc 14 cas groupés ont été enregistrés chez des kayakistes qui fréquentent un tronçon bien délimité de la Vilaine. Et donc pour ces 14 cas groupés, pour un petit nombre, on a pu identifier qu'il s'agissait de Leptospira kirchneri et du sérogroupe Cryptotyphosa. Donc en fait, c'est l'avis de recherche. Il est dirigé contre ce profil de Leptospira-là. Et donc, suite à ce cas groupé, donc on a été mobilisé, puis notamment j'aperçois Benoît, et donc l'Élise a été fortement impliquée dans cette première étude-là, et pendant laquelle on a échantillonné un certain nombre de petits mammifères et de rongeurs aquatiques. Il se trouvait qu'il y avait une pullulation à ce moment-là, et puis la FGDON avait été sollicitée, donc on avait à disposition une vingtaine de ragondins, des rats musqués, et puis on avait piégé d'autres petits mammifères. Et donc parmi ces animaux-là, on a identifié des leptospires, une prévalence qui était relativement ce à quoi on s'attendait, mais pas du tout ce qu'on cherchait, puisqu'on n'avait pas de Leptospira de l'espèce Kirchneri, ni de Leptospira de sérogroupe Cryptotyphosa. Alors, on est resté un petit peu sur notre faim, et en 2018, de nouveaux cas groupés sont enregistrés. Et donc là, on se dit, bon, on est peut-être passé à côté, alors où on est arrivé trop tard, ça c'est une possibilité, ou on est passé à côté de la source. On se dit, on va faire les choses un peu mieux, enlever nos œillères, arrêter de dire que les rongeurs sont toujours la source de tous les maux, et on va regarder plus large. Mais ceci dit, donc on a fait l'inventaire avec, à l'époque, c'était l'AFB et l'ONCFS, et donc en se disant, on veut connaître les espèces prédominantes sur le secteur. Eh bien, on est retombé sur nos ragondins, sur nos rats musqués, avec la présence des bivalves qu'ils consomment. Et puis, on a noté la présence de rats sur mulot également. Et puis des bovins. 8 fermes longeaient ce tronçon de la Vilaine, avec parfois un accès des bovins directement à l'eau. Alors, on savait qu'il y avait d'autres espèces qui étaient recensées par les naturalistes, qui sont présentes dans ces écosystèmes-là. Ceci dit, elles n'étaient pas prédominantes. Donc, on s'est quand même concentré sur les bovins, les rongeurs aquatiques et les rongeurs rats sur mulot. Donc, ça a été, là, en 2019, une collaboration importante entre différents acteurs de la santé humaine, de l'environnement et du côté vétérinaire aussi. Et on a fait un suivi. Alors là, je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe. On a fait un suivi durant l'année 2019 des bovins avant la mise à l'herbe, après la mise à l'herbe, des rongeurs. Et puis, on a mouliné tous ces échantillons-là pour en extraire des informations. Première information, l'urine des bovins ne contenait pas de leptospire. Donc, on les a mis de côté en tant qu'excréteurs et en tant que contaminants de l'environnement. En revanche, avant la mise à l'herbe, ils étaient exposés. Donc, on a retrouvé des anticorps parmi 5%. Donc, c'est relativement classique dans la population bovine. Ce qui était notable, c'est qu'après la mise à l'herbe, on avait plus de bovins exposés, plus de fermes exposées, et des bovins en particulier exposés au sérogroupe Cryptotyphosa. Donc, au même titre que les humains, les bovins étaient exposés. Et chez les rongeurs, cette fois-ci, donc on avait 170 rongeurs analysés, principalement des ragondins. Et on avait parmi ces ragondins 12 positifs dans le tissu rénal. Et alors, on n'a pas pu typer au-delà de l'espèce, mais on avait uniquement des Leptospira interrogans, et chez les autres rongeurs également. Et cette même année, l'ARS nous a rapporté 2 cas de leptospirose parmi les kayakistes, dont un était dû à Leptospira interrogans. Donc, si on fait un bilan de ces cas humains,
En tout, entre 2016 et 2019, il y en a eu 24, confirmés ou probables. Et parmi ces 24, il y en a eu 8 qui ont fait l'objet d'une description, et la grande majorité, puisque sur ces 8, il y en avait 7 qui étaient attribués à Kirchneri et Gripotyphosa. Donc, nos rongeurs, dans tout ça, semblent avoir quand même une part assez limitée de responsabilité dans les cas humains qui ont été observés et décrits. Ce qui me fait arriver à la gestion, j'ai encore quelques minutes, oui, 5 minutes, super, ce qu'il me faut. Donc, pour cette gestion proportionnée, eh bien, on voit que si on lutte contre les ragondins, dans notre cas d'Ille-et-Vilaine, on passe à côté de la source et à côté du problème. Alors, ça va résoudre d'autres problèmes, mais en tout cas, celui de la leptospirose, il reste présent. Et donc, à nouveau, au même titre que la rage et la tuberculose, il faut qu'on prenne en considération cet écosystème complexe avec un certain nombre de populations animales qui vont être interconnectées et donc qui vont pouvoir avoir une implication dans la contamination du milieu. Et donc, pour considérer toutes ces espèces, parce que là, en plus, on parle de plusieurs types de leptospires, donc à chaque fois, on a une communauté de persistance pour chacune des leptospires, donc ça commence à devenir assez compliqué. Et donc, il va falloir, donc c'est le symbole de la collaboration, il va falloir qu'on collige les informations qui sont disponibles sur le terrain. Et donc là, il s'agissait d'une autre situation de cas groupés de leptospirose sur laquelle on a travaillé avec Anouk Decor de l'OFB. Et donc, à nouveau, on nous a demandé d'investiguer la source. Là, on a eu beaucoup de difficultés à mettre en place les choses. Et notamment, on s'est rendu compte a posteriori qu'on n'avait pas toutes les informations en main au départ pour orienter correctement les investigations. Ce qui fait que on n'a pas identifié la source dans ce cas groupé-là non plus, mais on a essayé de mettre à profit cette expérience par un retour d'expérience et par une feuille de route avec un protocole d'investigation qu'on a mis à disposition de l'ARS de la région concernée et puis qui est maintenant utilisé dans d'autres régions, pour avoir les premières questions à se poser dès qu'on a un cas groupé, donc dès le deuxième cas, de se dire, voilà, est-ce qu'il y a eu des travaux à proximité, est-ce qu'il y a des populations qui ont changé, vraiment un protocole d'investigation éco-épidémiologique pour avoir les bonnes informations au démarrage. Et puis ensuite, on s'est dit, finalement, c'est pas mal ce protocole éco-épidémiologique pour l'investigation, mais ça mobilise quand même beaucoup de monde. Donc, si on veut être réactif, il faut qu'au moment des cas groupés, ce réseau d'acteurs il soit déjà et sache déjà ce qu'on attend de lui. Et nous, il faut qu'on sache dans quelle mesure on peut le mobiliser, pour quelle information. Donc, ça relevait d'une approche plutôt acteur sociologique, et on a mobilisé cette année, donc sur la promo précédente, 2023-2024, le groupe d'études des politiques publiques, donc un groupe d'étudiants inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui travaillent pendant quelques semaines sur un sujet relatif aux politiques publiques. Et donc là, on les a missionnés sur la question de la faisabilité d'un réseau d'acteurs local pour colliger les informations épidémiologiques en lien avec la leptospirose. Et ce qui est ressorti de ce rapport-là, qu'ils ont intitulé Entre problèmes de santé publique et problèmes publics de santé, c'est que finalement la leptospirose, c'est une maladie qui est peu publicisée, qui ne fait pas partie des priorités pour un grand nombre d'acteurs. Et donc, quand les acteurs se mobilisent, c'est souvent à titre d'intérêt personnel plus que dans la mission qui leur est conférée dans leur propre institution. Donc ça, c'est une limite. Ceci dit, tous étaient d'accord pour se dire qu'il y avait une attente d'action concertée et au moins au niveau de la surveillance. Et donc, beaucoup ont suggéré la mise à profit des sciences participatives pour cela.
Et donc, on garde en tête ces idées, puis on va essayer d'aller plus loin ensuite. Mais en tout cas, ces informations sur les différents cas groupés nous permettraient d'obtenir des réseaux de contact et des réseaux de persistance de leptospire dans un écosystème donné pour pouvoir identifier en fait l'hôte central ou les hôtes centraux dans la contamination du milieu. Et puis, juste en une minute pour revenir sur les ragondins et puis la problématique de la modification du climat, parce qu'on peut aussi se dire, bientôt, il y aura moins de zones humides, donc moins de ragondins. Donc, finalement, notre problème de leptospirose liée aux zones humides va se résoudre tout seul. Il n'y a plus qu'à attendre. Et bon, ça semble pas si simple, évidemment. Donc, aujourd'hui, donc cette étude de nos collègues hollandais est intéressante parce qu'ils colligent des données de toute l'Europe. Et donc, pour la France, ce qu'ils ont identifié, c'est que 90% du territoire était en fait favorable pour l'installation des populations de ragondins et seulement 55% aujourd'hui est occupé. Donc, ils ont quand même encore de la marge pour s'étendre. Et je voulais... pardon, j'ai sauté quelque chose. Mais voilà. Et ce qui, en termes de prévisionnel, en tenant compte des différents scénarios, températures, modèles de circulation générale, ce qu'on constate, c'est que ces populations vont probablement migrer vers le nord et dans des zones qui ne sont pas encore colonisées. Donc, le problème va persister. Donc, au final... 2 points. Donc, si on lutte contre les ragondins dans le contexte de la leptospirose, eh bien, on va lutter contre des problèmes, des impacts, des conséquences éventuellement écologiques, agricoles, économiques, mais peut-être pas sur le problème sanitaire. Donc, à voir. Ceci dit, ça reste des sources de leptospire pathogènes, hein, mais voilà. Donc, à voir. Et donc, pour conclure, la leptospirose, oui, elle est associée, le risque de leptospirose peut être associé aux ragondins et ramusqués, mais ceci dit, leur implication en tant que source de leptospirose humaine ou même animale et quand même reste à préciser. Il nous manque encore des données de biologie moléculaire pour caractériser les leptospires qu'ils portent et la compréhension de ces communautés de persistance. Et là, c'est une coquille, pardon. Le 3e point, c'est l'approche collaborative. Alors, ça paraît un peu bateau comme ça, mais finalement, on voit que il y a que comme ça qu'on y arrivera. Si on veut rassembler les informations nécessaires pour comprendre les écosystèmes, on a besoin de mobiliser les forces et donc on a encore du pain sur la planche. Voilà. Je vous remercie. J'ai mis les références si vous le souhaitez, mais merci beaucoup pour votre attention.